Bonjour à vous mes amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un personnage faisant partie des grands hommes d'État français, un cardinal qui formera un duo politique important aux côtés du roi Louis XIII, je parle bien sûr de Richelieu. Un homme qui conduira la France à son grand retour sur la scène internationale, surtout après les guerres de religion qui seront extrêmement coûteuses à la France. Il est perçu comme l'apôtre de la raison d'État et incarne le renforcement de l'autorité monarchique des Bourbons. Mais le savais-tu ? Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu, est né le 9 septembre 1585 à Paris. Sa famille était de bonne noblesse, noblesse de robe et d'épée, originaire du Poitou et de l'Anjou. Son père, François Duplessis, grand prévôt de France, meurt malheureusement le 10 juin 1590 et laisse sa famille dans une situation financière particulièrement difficile. Cela va obliger sa jeune veuve, Suzanne de la Porte, à regagner le château de Richelieu dans le Poitou, où notre cardinal va grandir entre sa grand-mère et sa mère dans une province qui est en proie aux guerres de religion. Pour vous la faire courte, les guerres de religion vont saigner la France de 1562 à 1595, qui sera une série de 8 conflits qui va opposer les catholiques et les protestants, que l'on appelle également huguenots. D'ailleurs, en parallèle de cette guerre civile, il faudra compter sur des interventions qui viennent de l'étranger, avec l'Angleterre et les princes allemands qui vont soutenir les protestants et les Espagnols qui appuient les catholiques. Cet enfant est de santé fragile et il est comme tous les cadets destiné à une carrière militaire. Parce que oui, dans les familles de l'époque, chaque enfant bien né a une place bien définie. L'aîné reprend les rênes du patrimoine familial, le cadet s'engage dans l'armée et le benjamin épouse les ordres. Bref, son oncle maternel, le chevalier de Malte Amador de la Porte, va se charger de ses études à Paris au collège de Navarre ainsi qu'à l'académie du gentilhomme de Pluvinel, où il va apprendre la danse, l'escrime, la voltige équestre, la littérature ainsi que les mathématiques. Mais son cursus prend une toute autre orientation à cause de son frère Alphonse, qui lui préfère par dévotion et vocation véritable embrasser la vie monastique en entrant à la Grande Chartreuse. Il faut comprendre que si son frère renonce à l'évêché de Luçon, cela vient priver la famille de précieux revenus, donc pour éviter la catastrophe, Armand va donc prendre la relève. En 1606, le roi Henri IV le nomme évêque de Luçon, et il se rend à Rome pour obtenir l'investiture canonique en 1607. À Luçon, il va s'employer à mettre en place la disposition du Concile de Trente, qui a pour objectif de lutter contre les idées protestantes et réforme le clergé catholique. Il va aussi visiter son diocèse et se préoccupe de l'instruction de son clergé, des ordres religieux, de la création également d'un séminaire. Mais peu à peu, il y a d'autres activités qui vont le faire entrer en politique, notamment en 1614 où il est élu aux États généraux et convoqué à la majorité du roi Louis XIII. Il sert de porte-parole au clergé et demande de rétablir la religion catholique au Béarn car les protestants sont particulièrement nombreux. Par la suite, il va regagner son évêché, mais ne croyez pas que ses talents de fin politicien et de négociateur sont passés totalement inaperçus, puisque en 1616, un remaniement ministériel fait de lui un éphémère secrétaire d'État à la guerre. Je dis éphémère car il y reste que 6 mois. 6 mois où il va se distinguer dans le choix d'informateurs et de négociateurs très habiles comme le père Joseph, un capucin qui va diffuser des écrits de propagande pour justifier la politique française. Mais il est aussi confronté à un problème de politique européenne, qu'il va retrouver par la suite. La Valteline est une vallée des Alpes qui assure la communication entre le Milanais espagnol et les domaines de la Maison d'Autriche qui passent sous la domination des Grisons, alliés de la France et en butte aux attaques de l'Espagne. Dans son esprit, il y a deux questions qui se dessinent sur l'orientation diplomatique étrangère française. Faut-il suivre une politique pro-espagnole que la reine-mère Marie de Médicis désire ou une traditionnelle rivalité avec les Habsbourg pour la domination européenne ? Quoi qu'il en soit, Armand n'aura pas le temps d'esquisser une politique de redressement sur la scène internationale, puisqu'il est entraîné en disgrâce avec la reine-mère considérée comme sa créature, suite à l'exécution de Consigny en 1617 par ordre de Louis XIII. Il faut comprendre que Consigny a une place importante. Pour cela, il nous faut revenir dans les années qui suivirent l'assassinat du roi Henri IV. À cette époque, la France connaît l'agitation qui est propre à toutes les régences, celle de la reine Marie de Médicis. La reine écarte les anciens ministres de son époux et va s'entourer d'intrigants et de parvenus dont le fameux Concino Concini, italien qui a épousé la sœur de lait de Marie de Médicis, Leonora Dori. Bref, la régente va lui remettre le gouvernement du royaume et au passage le fait marquis d'Ancre et même maréchal et amiral alors qu'il n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille ou commandé un navire. Tout ceci va créer un grand mécontentement dans la cour qui est doublé par le fait que ce clan pille le trésor royal alors que Marie de Médicis s'adonne à ses passions, les bijoux et l'astrologie. Mais le favori de la reine commet aussi l'erreur de rudoyer le jeune Louis XIII. Le marquis d'Ancre, devenu très puissant, Louis XIII, pour devenir roi, n'a d'autre choix que de le faire assassiner sous l'accusation de sorcellerie. C'est délicieux. Bref, pour en revenir à Richelieu, il va être envoyé à son évêché et correspond avec la reine qui elle aussi est éloignée de la cour. Louis XIII mécontent lui ordonne de quitter la France et de rejoindre les états du pape à Avignon en 1618, ce qui au passage provoque les protestations du pape.
On ne va pas se mentir, Armand va ramer pendant 6 à 7 ans, mais patiemment il va revenir en grâce en réalisant un sacré tour de force puisqu'il va réconcilier la mère et le fils. Une paix assortie pour lui de la promesse du cardinalat qui va aboutir le 5 septembre 1622. Mais surtout il comprend qu'il faut passer de créature de la reine à celui de fidèle du roi. C'est donc le 29 avril 1624 qu'il prend séance au conseil du roi et va devenir, comme vous pouvez vous en douter, très rapidement principal ministre. Conscient des difficultés du royaume puisqu'il parlait du corps malade de la France, il va donc proposer un remède en 3 points. Abaisser les grands, ruiner le parti huguenot et combattre la maison d'Autriche. Rien que ça. Mais il y a aussi une question qui va revenir sur le tapis, celle de la Valteline. Une intervention militaire en Italie permettra de libérer les Grisons de l'occupation espagnole et aussi de rendre son prestige à la France. Mais dans le même temps, il y a aussi une alliance qui se joue avec l'Angleterre sur un fond d'intrigue politico-sentimentale où la reine Anne d'Autriche et le favori du roi d'Angleterre, Georges Villiers, duc de Buckingham, tiennent les premiers rôles avec la complicité de Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse. D'ailleurs, on retrouve cette dernière dans la première grande conspiration, celle de Chalais, avec en toile de fond la question du mariage de Gaston d'Orléans, le frère cadet du roi. Une question très importante puisque Louis XIII n'a pas encore d'héritier. A noter également que les Anglais vont favoriser la rébellion des Huguenots français qui trouve son point d'ancrage à La Rochelle. Il faut comprendre que les protestants de cette cité sont poussés par le duc de Rohan et commettent la faute de demander la protection du roi d'Angleterre. Aussitôt dit, aussitôt fait, une flotte commandée par Buckingham lève l'ancre et débarque des troupes sur l'île de Ré en 1627. Richelieu réagit rapidement et établit un plan de construction navale pour fortifier Brouage, Maran et Oléron, et assure bien évidemment le ravitaillement des troupes du marquis de Thoiras qui s'opposent aux Anglais sur l'île de Ré. Le cardinal en personne vient mettre le siège à La Rochelle et fait lever une digue qui va interdire l'entrée du port aux vaisseaux anglais et en même temps il ordonne la construction d'une flotte de guerre dans le port du Blavet. Il faut savoir que les protestants rochelais sont isolés et les autres églises réformées demeurent dans l'ensemble loyal. Les Anglais n'arrivent pas à forcer la digue et l'armée de Thoiras libère l'île de Ré, si bien qu'à bout de ressources, La Rochelle tombe le 28 octobre 1628. Cet événement va signer la fin du parti huguenot et l'apogée de la popularité du ministre, qui fait alors figure de chef de file des catholiques dévots. La confiance du roi envers notre cardinal en ressort raffermie. Nous avons à cette époque une sorte de triumvirat qui lie le roi, sa mère et le cardinal. C'est maintenant l'heure des projets de réforme du royaume. Ainsi, Richelieu et Michel de Marillac vont coopérer pour mettre au point un programme dont la réalisation sera étalée sur 6 ans. Or, ce que va présenter le cardinal le 13 janvier 1629 à Louis XIII n'a rien à voir et propose une autre politique que celle prévue initialement. Pour faire simple, il veut limiter l'action intérieure à la réduction des désordres pour faire en sorte que le roi soit obéi des grands comme des petits. À l'extérieur, l'objectif est simple, unique et surtout prioritaire, mettre un frein au progrès de la machine espagnole. Dans un premier temps, le roi et son ministre vont tenter d'améliorer les positions en mettant en place une intervention limitée en Italie, ce qui va leur permettre de se retourner contre les protestants du Midi avec lesquels ils signeront l'édit d'Alès. Louis XIII publie le 28 juin 1629 l'édit d'Alès qui oblige les protestants du royaume à renoncer à leur place de sûreté et au droit de tenir des assemblées politiques. L'affaiblissement du protestantisme français va bien sûr de pair avec l'affaiblissement des libertés provinciales et l'affermissement de la monarchie absolue. Cet édit ne suffit pas à maintenir cet équilibre politique, puisque les dévots veulent l'éradication du protestantisme, tandis que le cardinal, qui préfère la conversion, va se contenter de ce résultat et cherche à revenir aux affaires internationales le plus rapidement possible. En novembre 1629, il reprend la tête de l'armée d'Italie, et cette campagne aboutit à la prise de la place de Pignerol dans le Piémont. Il a alors 2 possibilités, soit terminer la guerre, soit la poursuivre. Alors que nos soldats sont assiégés à Casalé, les intrigues de cour vont prendre le pas sur la politique étrangère. Un événement qui a lieu à Lyon avec un Louis XIII malade et une Marie de Médicis qui cherche à obtenir le renvoi de Richelieu. La reine aurait obtenu la promesse du roi. L'affaire va donc se résoudre à Paris au soir de la fameuse journée des dupes. Un coup de théâtre qui va décider du destin de notre cardinal mais aussi de la politique française. Pour bien saisir cette journée des dupes, il faut comprendre que Richelieu veut maintenir la tranquillité de la France aux frontières. Il est disposé à combattre l'Espagne catholique des Habsbourg qui gouverne l'Espagne et les États autrichiens. Dans cette optique, il est prêt à s'allier aux protestants allemands en guerre contre l'empereur Habsbourg. C'est bien plus qu'il ne faut pour le parti dévot de la cour qui se regroupe autour de la reine et de Gaston d'Orléans, le frère cadet du roi. Ainsi, le 10 novembre au palais du Luxembourg, aujourd'hui l'actuel Sénat, la reine va sermonner son fils et lui demande de se séparer de son ministre. Elle lui reproche de ménager les protestants, d'opprimer les nobles et de se désintéresser du bien-être du peuple. Le cardinal va tenter de rentrer dans la pièce où se déroule l'entretien, mais toutes les portes sont fermées. Mais c'est mal connaître notre cardinal qui trouve une porte dérobée et fait irruption. C'est un déluge d'invectives et celui-ci s'agenouille dans une humilité qui est feinte et baise le pan de robe de celle-ci. Louis XIII tourne les talons et se retire à Versailles sans qu'il se soit prononcé.
Pour les courtisans de la reine, sa disgrâce est certaine, et tous se pressent autour de la triomphatrice et de Michel de Maria qui passe alors pour le successeur du ministre disgracié. Mais c'est un rebondissement, Louis XIII décide de le conserver à ses côtés et c'est la déconfiture des courtisans dupés. Le roi approuve sa politique qui préserve la France de la guerre civile et des menaces étrangères. Ainsi, il lui renouvelle sa confiance et lui promet de ne jamais se séparer de lui. Pour l'anecdote, un courtisan Bautru, comte de Serran, prononcera alors une phrase promise à la postérité. C'est la journée des dupes. Ainsi, le roi et le cardinal vont mettre en place une politique qui mènera à l'engagement progressif de la France dans la guerre de 30 ans, avec pour enjeu de remplacer le poids lourd espagnol par la France. Suite à ce bras de fer et à sa victoire, il obtient du roi l'éloignement de la reine-mère. Une reine-mère encombrante qui n'a de cesse de comploter et sera exilée aux Pays-Bas. Elle meurt le 3 juillet 1642 à 69 ans à Cologne dans une maison prêtée par le peintre Rubens. Quant à Gaston d'Orléans, qui lorgne sur la succession de son frère, il est aussi contraint de quitter la cour. Maintenant, Richelieu a les mains libres pour mener la guerre comme il l'entend. Il va d'abord soutenir les protestants dans la guerre de religion qui ravage l'Allemagne. Attention, il n'y a pas d'engagement direct de la France car les finances ne le permettent pas. Il nous faut attendre 1635 pour une déclaration officielle et les débuts ne sont pas brillants pour la France. En 1636, les impériaux envahissent le nord de la France et sont arrêtés à Corbie, mais la situation va se redresser petit à petit. En 1641 va s'ouvrir une conférence de paix à Münster et au Nasbruck. En parallèle, le conflit va se poursuivre avec en toile de fond la conspiration de Saint-Marc, favori de Louis XIII, qui tente d'enlever ou d'assassiner le cardinal. Pour expliquer cette conspiration, il faut revenir en 1639. Le cardinal pousse auprès du roi le jeune Henri Coffier de Ruzé-d'Effiat, marquis de Saint-Marc, et attend de lui qu'il divertisse Louis XIII, sujet à des crises de mélancolie. C'est une réussite à tel point que le marquis prend le melon et obtient la charge de grand écuyer. Il ira jusqu'à demander la main de la princesse de Mantoue, Marie de Gonzague, qui est d'un rang bien supérieur au sien. Richelieu va s'y opposer et Henri, irrité, va tenir rancune et rejoindre le camp des ennemis du cardinal. Les conjurés sont Gaston d'Orléans, que vous connaissez, Louis d'Astarac, marquis de Fontrailles, Anne d'Autriche, François-Auguste de Toux et le duc de Bouillon. Ils vont rédiger un traité avec l'ennemi, le roi d'Espagne, Philippe IV, en guerre avec la France. Dans ce traité, Philippe IV fournirait des hommes et de l'argent pour lever une armée. En échange, Gaston viendrait à signer la paix, restituer les villes conquises et briser les alliances avec la Suède et les princes allemands. En gros, on donne la victoire à l'Espagne. Tout ceci assorti d'une pension annuelle pour Gaston et messieurs de Bouillon et Saint-Marc. Les conjurés vont donc décider de s'emparer du cardinal à Lyon, où la cour fait halte le 17 février 1642. Henri se retrouve avec le roi dans ses appartements, tandis que ses compagnons, messieurs de Troisville, des Essarts, de Tilladet et La Salle, l'attendent dans l'antichambre. C'est alors que Richelieu fait son entrée en compagnie de son capitaine des gardes. Est-ce qu'il manque de courage et de détermination? Toujours est-il que Saint-Marc ne tente rien et repart sans avoir commis son forfait. Le 23 février, le cortège reprend sa route. C'est alors que le 11 juin 1642, le cardinal va recevoir une copie du traité avec Philippe IV. Louis XIII est mis au courant et le jour même, François de Tours est arrêté. Le lendemain, c'est le tour de Saint-Marc, rideau de la conspiration. Tout va s'enchaîner rapidement, le procès aura lieu à Lyon le 12 septembre de la même année, et comme vous pouvez vous en douter, De Toux et Saint-Marc seront condamnés à la peine capitale dans l'après-midi. Henri, à peine âgé de 22 ans, périt sur l'échafaud. 4 mois plus tard, et plus exactement le 4 décembre 1642, le cardinal de Richelieu décède, et le roi va survivre à son ministre jusqu'au 14 mai 1643. Louis XIII va poursuivre la politique du cardinal en confirmant le choix de son successeur, Mazarin. Le règne de Louis XIV s'ouvre glorieusement le 19 mai 1643 avec la destruction de l'armée espagnole des Pays-Bas à Rocroi, et vient ensuite la reprise des négociations, le congrès de Westphalie jusqu'à la paix partielle de 1648 et la paix générale de 1659-1660. Le fameux traité de Westphalie du 24 octobre 1648, du nom d'une province occidentale de l'Allemagne, met fin à l'interminable guerre de 30 ans qui saigne à blanc l'Allemagne. Les deux grands vainqueurs de ce conflit sont la Suède, qui devient la principale puissance de la mer Baltique, et la France, alliée à celle-ci, sont désormais rivales en Europe occidentale. Par la suite, le 7 novembre 1659, un traité inespéré met fin à l'interminable guerre qui oppose depuis 1635 la France aux Habsbourg d'Espagne. Ceci vient consacrer la puissance de la France en Europe, traité d'ailleurs qui sera le fruit de Mazarin. Pour conclure, le but déclaré du cardinal était de porter un remède au désordre de l'État et d'assurer la gloire du roi. Malheureusement, cette action a été entachée par la violence, celle de la guerre, de la répression des révoltes et de la soumission de tous à l'obéissance stricte de la loi. Pour faire simple, la raison d'État. Notre cardinal ministre a imposé une conception brutale de l'action politique dans le développement de l'affirmation de l'État moderne et dans l'idée que le pouvoir se conquiert et surtout se conserve par la force.
Mais aussi que la société repose sur un principe d'autorité fondé sur la domination des uns et la servitude des autres, et que cette obéissance s'impose par la crainte, mais aussi que l'État national s'affirme par la guerre. C'est là-dessus que je vous abandonne, et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.